Nous, c'est les frères Hublot. Cette vidéo est la dernière d'une série de 3 épisodes où nous partons vivre en Sibérie, dans la nature avec ces deux gars, Baptiste et Geoffrey. L'objectif du périple est de traverser les montagnes de l'Oural à pied, soit 120 km de marche, pour ensuite naviguer sur la rivière Liapine pendant 160 km avec une pirogue fabriquée de nos mains. L'objectif final est de rejoindre Sarenpol, le premier village autochtone. Je vous rappelle le principe du périple, on part sans carte, sans boussole, sans GPS, sans téléphone satellite et avec 2 kilos de riz seulement par personne. Dans l'épisode précédent, nous avons marché des heures et des heures dans le froid et sous la pluie pour traverser l'Oural. Nous y avons rencontré des ours, des rennes sauvages et on a tellement crevé la dalle qu'on a eu un orgasme en mangeant un bout de salade trouvé par terre. Putain, c'est bon ça. Oh, ça c'est bon ça. De la salade quoi. Oh putain, ouais. Oh, j'adore. Et pour finir, après 10 jours de marche éprouvant, nous avons atteint notre objectif, rejoindre la rivière Liapine. Mais le plus dur reste à venir pour ce dernier épisode. Nous devons maintenant fabriquer une pirogue primitive pour naviguer sur la Liapine. Si nous n'y parvenons pas, nous resterons coincés ici, et c'est vraiment problématique puisque nous n'avons plus rien à manger. Il en va donc de notre survie. Pour le moment, nous avons installé notre campement près de la berge et pour la première fois depuis notre départ, le soleil pointe son nez. Jérémy installe donc les panneaux solaires pour qu'on recharge nos batteries et Geoffrey et Baptiste réfléchissent à la création du bateau. A priori, on ne fera peut-être pas une pirogue, mais plutôt un catamaran. Un catamaran, 2 arbres à abattre. Ça veut dire 4 coupes à faire avec la hache. Après, si on veut, on peut se faire carrément un plancher en bois. Hein. Après, Ouais, par ça contre, peut ce être qu'il pas faudra mal. faire pour pas que ça bouge, c'est ici des diagonales. Ah oui, là, Tu vois des contreventements, ouais. Ça, bonne idée. Bon truc. Ça sera donc un catamaran. Pour commencer le chantier, il faut trouver les bons troncs d'arbres. En théorie, on prendrait plutôt un arbre mort, mais hélas, ceux dans le coin ne sont pas assez épais. On cherche donc des arbres suffisamment gros pour pouvoir flotter malgré le poids de nos corps et de nos sacs. Ouais. Oh oui, il a bien les 8 mètres là. Il a les 8 mètres de tronc. Bon oui, il est un peu fin par rapport au bas, mais... On peut le faire tomber comme ça, là. Donc là, Baptiste est en train de commencer à creuser le premier arbre. C'est assez symbolique pour nous puisque ça signifie que c'est le commencement d'un gros chantier qui nous attend. On va devoir donc couper 2 arbres et ensuite les creuser avec des herminettes. Il y va. L'arbre est à peine tombé qu'on commence déjà à le creuser. Pour nous aider, on a apporté une hache et 2 herminettes. C'est un outil qui permet de creuser le bois. Une des 2 herminettes n'est pas emmanchée, Geoffrey sculpte donc un manche pour cette seconde herminette. C'est donc parti pour un gros chantier. Là on vient en fait de faire les premiers tests de flottabilité du catamaran. Franchement c'est pas terrible. À cette allure là il va nous falloir au moins 5 ou 6 coques, ça nous épuise à mort. Alexis et Geoffrey en fait sont littéralement épuisés. Moi je me repose. Il y a Baptiste, c'est le seul là encore à bosser qui est pas trop fatigué et il a opté pour une nouvelle technique. Cette seconde méthode consiste à creuser un arbre avec le feu. Le principe est simple. On va tout d'abord chercher de longues et fines perches de bois qu'on positionne sur notre tronc d'arbre mort. On met ensuite le feu aux perches en bois avec des écorces de bouleau et petit à petit, le feu creuse le bois. Alors bien sûr, il faut de temps en temps alimenter le feu, mais franchement, dans l'ensemble, ça nous permet d'économiser beaucoup d'énergie. D'ailleurs, pour l'anecdote, le tronc mort qu'on a réussi à trouver se situe entre 2 rives, au centre d'un amas de bois mort. On se croirait vraiment sous le radeau de la Méduse, c'est assez marrant. Bref, on a donc laissé le tronc d'arbre cramer toute la journée, et comme vous pouvez le voir, ça a plutôt bien marché. Bon là, Baptiste vient de nous réveiller à quoi, il y a même pas 10 minutes, un truc comme ça. Et il nous a réveillés en nous disant putain les gars, venez voir et tout, il y a un truc de fou, faut absolument que vous veniez et que vous preniez les caméras. Donc on va voir ce que ça donne. Là je prie pour que ce soit des poissons. Mais il avait l'air d'être content, donc a priori c'est une bonne nouvelle. Non.
Bon ben malheureusement c'est pas du poisson, mais bon c'est cool, c'est un radeau. Ouais, on va pouvoir partir. On va pouvoir partir je pense bientôt du coup, parce que le catamaran est trop compliqué à fabriquer. Et donc ouais, je crois qu'on va faire ça. Putain, et ça marche en plus son truc. Yeah! Wouh! Wouh! Voilà. Encore quelques rondins, c'est bon? Ouais. Là on change de bateau parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple. Je pense que c'est beaucoup plus stable et on va perdre beaucoup moins d'énergie à creuser et à se fatiguer. Ah, ce soleil. Putain, ça fait du bien, hein, ça change de la montagne. C'est génial de se dire qu'on peut arriver n'importe où avec une hache, de la corde. Et en une journée, on l'a fait en fait. Bon, pour que vous compreniez bien, voici comment on construit notre radeau. En fait, on commence par couper des arbres morts qu'on assemble pour former une base. Ensuite, on positionne 3 autres petits rondins de bois en perpendiculaire de cette base, et encore d'autres petits rondins de bois pour faire un plancher qui va nous permettre de garder nos affaires au sec, et aussi de nous allonger. Baptiste est allé chercher de nouveaux rondins, et on n'a rien pour les accrocher, du coup j'ai proposé de faire avec mon t-shirt. Et on va faire des lanières en fait pour accrocher tous les rondins. Ils ont tenté de faire des liens avec des racines ou des écorces et ils n'y sont pas arrivés, enfin c'était trop compliqué. Ça devrait aller, tu vois, c'est pas Ouais, mal. ça c'est pas mal ça. Il est maintenant grand temps de faire nos sacs et de prendre la route. Enfin, le large quoi. C'est parti pour plus de 160 km de navigation. Bon bah voilà. Hein. Comment les gars vous? Nickel, franchement on est nickel. Ouais, ça a l'air d'être vachement Le bien. plancher est bien? Ouais, le plancher est parfait. On est nickel là. Putain, on est bien là. Au début, on se dirigeait avec de simples perches en bois, mais ce n'était pas pratique, alors on a vite fabriqué des rames. Elles nous aident à nous diriger, mais pas à avancer. Malheureusement, elles sont trop lourdes pour ça. Sinon, franchement, eh bien, le radeau est plutôt bien, on peut s'y allonger ou s'accroupir. Il faut juste de temps en temps avancer ou reculer les gros rondins pour bien équilibrer la base du radeau. Ah c'est bon. Alors on se laisse ainsi porter par le courant qui coule à environ 3 ou 4 km/h. Ça nous fait parcourir au moins 30 km par jour si l'on reste 8 à 10 heures sur le bateau. Bref, c'est plutôt raisonnable et pour la première fois depuis le début du périple, eh bien je crois qu'on peut dire qu'on profite enfin de la nature sans la subir. Tout va pour le mieux, mis à part eh bien, qu'on a le ventre vide comme jamais. Depuis le début du périple, on a dû perdre au moins 5 à 7 kilos. L'objectif va maintenant être d'essayer de pêcher au plus vite pour reprendre des forces. Et ça tombe bien puisqu'on pense avoir repéré un endroit où les poissons sont nombreux. Geoffrey et Baptiste nous ont donc laissés sur la berge pour qu'on puisse les filmer en train de poser le filet depuis le radeau. Jérôme, tiens, regarde s'ils sont en train de pêcher là. Putain, ça sent bon ça. La nature est juste dingue. Un jour on n'a rien et le lendemain tous les éléments sont avec nous. Le soleil, la nourriture. Franchement là c'est un peu comme si on avait gagné au loto. Mais ce n'est pas fini, ce jour-ci les surprises ne se sont pas arrêtées là. Une cabane là-bas. Il a dit quoi là? Il a dit une cabane non? Quoi? Oh de Dieu! Qui l'eût cru? Une cabane perdue au milieu de la taïga. C'est une isba, c'est-à-dire une cabane traditionnelle russe. Les chasseurs et pêcheurs en construisent très souvent le long des rivières, jusqu'à plus de 200 km de leur village. Ils s'y rendent de temps à autre en bateau et ils y restent parfois sur plusieurs jours pour pêcher et chasser. Alors pas de panique, on n'est pas en train de rentrer illégalement chez quelqu'un. Bien au contraire, ces cabanes sont presque toujours ouvertes pour dépanner les voyageurs ou les autres pêcheurs et cueilleurs en cas de besoin. C'est la première fois qu'on va enfin manger. Ça, Ouais, ça c'est de la crotte. crotte d'ours ça. Hey, c'est quoi, des groseilles? C'est des myrtilles ça non? Non, c'est des érelles. Oh, des érelles, on en a pas encore trouvé. Non, parce
qu'elles sont dans les marais, donc c'est bien un passage d'ours là. Ouais. Naviguer aujourd'hui, c'était un peu ce que je rêvais en commençant le voyage. Juste la tranquillité, rien faire, regarder le paysage, le lynx qu'on a vu là. Ah oui. On en a bien chié pour mériter ça quand même. Hein. Je sais même plus les mots tellement c'est bon. Ah tu vois, en fin de compte, je trouve que 13 jours, ça passe vite. Bah ouais. On a combien là de poissons, Geoffrey? On imagine là, 2 poissons sur 22. Je crois que je vais plus avoir faim là ce soir. On a laissé le filet toute la nuit exactement au même endroit où nous avons pêché les 22 poissons la veille. Et au petit matin sur le radeau, surprise, 58 poissons. Des perches plus exactement. C'est juste dingue, une vraie mine d'or pour nous. On les a donc tous fait griller le soir même pour pouvoir les manger de temps à autre sur le radeau quand on a un petit creux. Alors petite astuce au passage, on les a fait griller avec des feuilles de sol, ça leur permet d'avoir un petit goût sympa. Apparemment il y a un ours. Quoi, il y a un ours? Il y a Geoffrey, il dit qu'il y a un ours là. A priori il y aura un ours. Vous entendez un truc là les gars ou quoi? Là ça devient chaud. Geoffrey, Non, faut plier. On plie? va On plier. plie? Attends, on plie plie. ou quoi les gars? Bon, ok, là on vient d'entendre un ours juste à côté de la tente. Apparemment Geoffrey en a aperçu un. Ça peut être dangereux en fait. Hier on a fait cuire les poissons à moins de 20-30 mètres de la tente. On n'était pas assez loin et là on a entendu des craquements. Bon allez, putain j'ai la tête dans le jus de ouf là. Allez on plie. Ça on laisse. Ouais, allez. D'autres animaux les mangeons. Il est environ 4h20 du matin et on lève le camp. On a réussi à faire suffisamment de bruit pour faire fuir l'ours qui était proche de notre tente. On a très peu dormi du coup, mais le point positif c'est qu'on va bien avancer aujourd'hui et que la lumière est juste magique. Waouh, regarde devant là. Tu veux de l'eau avec du chaga? Moi je veux bien. C'est quand même trop bien le radeau, ouais. Ouais. Putain c'est trop bon le chaga. C'est ainsi qu'on a parcouru plus de 160 km sur la rivière Liapine, la tête dans les nuages, en dormant, en rêvassant, ou tout simplement en mangeant des poissons. Alors, dit comme ça, on pourrait croire que c'est extrêmement chiant et ennuyant, hein. Mais en vrai, c'était le méga kiff. On vit tous le moment au présent, et franchement, ça fait un bien fou. C'est comme si nous étions hors du temps et complètement reconnectés à la nature. D'ailleurs, depuis le début de notre périple, vous devez vous demander pourquoi est-ce que nous sommes partis sans carte, sans GPS, sans téléphone satellite et avec 2 kilos de riz seulement par personne. Eh bien en fait, Baptiste et Geoffrey considèrent que si l'on part avec un téléphone satellite, on prendra plus de risques puisqu'on sait que les secours sont joignables. Ils considèrent aussi que si l'on part avec une carte, eh bien on n'essaiera pas de regarder autour de nous pour observer l'inclinaison des arbres. On piétinera bêtement la végétation sans la comprendre. Bref, pour Baptiste et Geoffrey, cette aventure en milieu sauvage est une sorte d'école, un apprentissage où ils découvrent et apprennent un peu plus à chaque immersion. Et c'est précisément pour cette raison que, malgré les risques, nous nous sommes tout de même engagés dans cette aventure extraordinaire, qui touche d'ailleurs bientôt à sa fin. Le village de Sarenpol est au croisement de plusieurs rivières, il y a donc de moins en moins de courant, ce qui nous oblige donc à ramer et franchement, c'est une sacrée galère. Hein. Recule.
Du coup, on fait preuve d'imagination pour tenter d'avancer plus vite. On a fabriqué une sorte de voile avec nos ponchos Choulanka, et franchement, eh bien, ça marche plutôt pas mal. On avance là. On avance mieux que tout à l'heure en tout cas. Là on arrive à Sarenpol, notre destination finale. La ville tant attendue, enfin le village de pêcheurs quoi on va dire. On arrive sous la pluie. Là, on peut enfin dire qu'on a fini les gars. Voilà, on est arrivé. Bon voilà, on y est, Sarenpol. Après 18 jours d'itinérance dans la forêt, sur la Liapine, on y arrive enfin. Dernière journée très compliquée, Jérém, où on n'a pas touché dans les marécages parce qu'on n'avançait pas du tout sur la Liapine, il n'y avait pas de courant, on a dû laisser tomber le radeau. Et marcher, c'était compliqué, on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux partout autour de la ville, on n'avait pas trop de repères. Bref, on a fini par y arriver, on y est, ça fait plaisir. Ça a l'air magnifique. Ça a l'air plein de charme. Alors moi ça, Geoffrey, ce biscuit. On a acheté 2-3 gâteaux. Qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, le périple est fini, et c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce qu'on retient de cette aventure? Avant de partir, on avait une To the Wild en tête. On pensait qu'on allait pouvoir rêvasser, profiter, sentir les plantes et chantonner. Mais sur la traversée de l'Oural, c'est pas du tout ce qu'on a vécu. Nous avons plutôt vu une nature hostile où il faut sans cesse se battre dans le stress et repousser ses limites pour trouver de la nourriture, se réchauffer quand il pleut et avancer malgré les obstacles. Bref, on pourrait appeler ça de la survie. Sur la seconde partie du périple radeau, c'était l'extrême opposé. On a pu profiter de la nature et la contempler. Franchement, c'était un paradis vivant. Alors je crois que notre vision de la vie en pleine nature est tout de même plus nuancée que le premier jour. Toucher la terre, les arbres, les feuilles à longueur de journée, sentir le bois brûler, la fumée ou encore patauger dans l'eau nous ont reconnectés à la nature le temps du voyage. Et ça fait un bien fou. Ces sensations sont tellement indispensables à notre équilibre qu'on y voit un brin d'espoir. Quelque chose qu'on ne saurait définir, c'est peut-être simplement une part de nous qu'on aurait oubliée au fil des années? Je sais pas. Mais bon, si demain la nature devait être amenée à partir en fumée, ce qui d'après les scientifiques va être le cas, eh bien je vous incite vous toutes et tous à aller faire un tour en forêt. Découvrez-la ou redécouvrez-la sans l'abîmer, sans but, peut-être même sans technologie comme on a pu le faire. Laissez-vous porter, guider et fermez les yeux. Sentez et respirez. Sur ce, on vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode où on vous expliquera quel matériel est-ce qu'on a emporté pour cette aventure et comment voyager avec très peu de moyens. Et spécialement pour ce périple, on a demandé à notre sponsor matériel Choulanka de vous offrir 20% de réduction sur une bonne partie de son site internet avec le code promo HUBLOT20. Pendant cette extraordinaire aventure, on a écrit un carnet de voyage avec Jérémy qui devrait sortir d'ici quelques mois. On y raconte toutes les péripéties de notre aventure jour par jour et avec bien plus de détails que dans la série vidéo. On peut aussi y apprendre tout plein de choses sur la vie en pleine nature. N'hésitez donc pas à jeter un œil à la description pour en savoir plus. A très vite pour de nouvelles aventures. Bon, ce soir c'est moi qui filme. J'aimerais faire un petit documentaire spécial sur un peu les conditions de travail des réalisateurs de ce documentaire. Et surtout les conditions de vie. Vos conditions de travail, elles sont comment? Dur. Très rentable. Est-ce que si vous avez des plaintes, là c'est maintenant. J'en ai au pied. Ouais. Regardez le pied. Ouais. Mes affaires sont toutes mouillées. Par rapport à l'arrivée à Sarenpol, Catastrophique. on peut apercevoir le corps desséché presque, je dirais. J'ai perdu 6 kilos je pense.
Au moins. Ouais. C'est vrai que là... Personne je ne crois, sait je crois ce que- qu'il je crois qu'il faut être à poil. On va attendre Baptiste. Donc là on est dans un banya, donc c'est un bain traditionnel russe, c'est vraiment une tradition ici. Alors, le banya, c'est la première chose que les gens construisent, même avant la maison. C'est ici que traditionnellement, ils mettent au monde les enfants. C'est ici qu'on se lave, c'est ici qu'on se réchauffe si on a très très froid. C'est froid. C'est bon, tu peux sortir. Ok.